votre exposé, M. Savard. Nous allons débuter la période d'échange et ainsi commencer le premier bloc avec M. le ministre. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Rebonjour à tous les collègues. Dernier droit, donc, de ces consultations. Merci, M. Savard, non seulement pour votre présentation et votre présence aujourd'hui, mais pour votre engagement citoyen pendant toutes ces années. J'aurai peut-être pas l'occasion de vous le dire à la fin, donc j'aime mieux vous le dire tout de suite. Vous avez toujours été, en tout cas dans mon esprit, puis selon l'impression que vous m'avez laissée, pas juste comme élu, mais comme journaliste et animateur auparavant, quelqu'un qui souhaitait avoir une approche constructive. Et c'est quelque chose de très apprécié, je dois vous le dire. Vous m'avez toujours fait l'impression de quelqu'un qui cherchait les voies de passage. Et donc, puis votre ton aujourd'hui, le ton de votre présentation le démontre à nouveau. Donc, merci beaucoup pour votre engagement en faveur de l'intérêt collectif et de toutes ces batailles que vous avez menées. Je vous souhaite le plus grand des succès pour la suite des choses. Je ne sais pas si on sait déjà où vous allez. Si vous le savez, vous n'êtes pas obligé de nous le dire. On l'apprendra en temps et lieu. Cela étant dit, sur le surplus, j'ai bien pris connaissance de votre position, que je respecte totalement, mais je veux quand même vous rappeler que selon les projections que nous avons, pour les années à venir, on ne prévoit pas de surplus, ou en tout cas, on ne mise certainement pas là-dessus. Et il y en a eu des surplus occasionnels, ponctuels, ces dernières années, mais on ne parle vraiment pas du même ordre que ce dont nous avons hérité auparavant. Cela étant dit, je comprends très bien votre position, mais je voulais quand même apporter cette précision-là parce que notre objectif, c'est pas de faire des surplus pour en envoyer ailleurs. Notre objectif, c'est de prendre les moyens que nous donne la Bourse du carbone et le SPED et les investir donc dans la réduction des gaz à effet de serre et dans l'adaptation climatique. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous parler de... Puis, vous avez raison de dire qu'il y a un large consensus au Québec, y compris, comme vous l'avez bien noté, dans certains milieux économiques. Je pense qu'il y a des milieux économiques qui sont un peu frileux, mais ils hésitent à le dire ouvertement. Je pense qu'ils ne veulent pas s'exposer à la critique. Mais vous avez raison de dire que ceux qui se sont prononcés jusqu'à maintenant ont été soit en faveur du maintien de la cible avec le présent calendrier ou le maintien de la cible avec peut-être un séquençage, là, comme nous l'a suggéré, ou enfin comme c'est montré ouvert à le faire l'industrie de l'aluminium. Il disait moins 37,5 d'ici 2035, ça pourrait aussi fonctionner, nous a dit M. Simard. Mais partons effectivement de votre prémisse qu'il y a un large consensus au sein de la société québécoise. Il ne faut jamais perdre de vue que ce consensus, il est très ambitieux d'emblée. Puis je ne parle pas juste de la cible, je parle aussi du maintien des instruments qui nous permettent de financer la lutte. Et comme vous l'avez noté, ces instruments-là, les autres juridictions autour de nous les abandonnent les uns après les autres. Là. Je ne parle pas juste de Trump, là. Je parle de la politique fédérale de Carney qui a fait sauter la tarification carbone pour les individus. Il devait annoncer une cible en matière d'électrification des transports. Pour le moment, il n'y en a pas. Ça a été suspendu, ça aussi. Ça a amené la Colombie-Britannique à suspendre, la semaine passée, à annoncer qu'ils allaient suspendre eux aussi la cible d'électrification. L'Ontario songe ouvertement à ne plus avoir de cible en matière de réduction. Alors nous, pendant ce temps-là, on maintient une tarification carbone, on maintient une bourse, on maintient le SPED, on maintient des instruments qui font de nous, je dirais, un cas unique et exceptionnel. Moi, j'en suis fier. C'est ce qui nous a permis d'assumer cette position de leadership. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre pour acquis que ces instruments-là, il faut savoir apprécier puis reconnaître que ces instruments-là nous donnent déjà une position de leadership parce que les autres ont tendance à abandonner ces acquis, dans certains cas du moins. Et donc, la bataille, pas la bataille, mais le débat sur la cible ne doit pas nous faire oublier que derrière la cible, il y a toute une série d'instruments qui font déjà notre leadership et qui font déjà de nous les chefs de file dans les Amériques. Puis il ne faut pas les prendre pour acquis, ces instruments-là. C'est ça, dans le fond, que j'essaie de vous dire. Il ne faut pas les prendre pour acquis parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire « faisons-les sauter ici aussi ».
Alors, soyons très prudents. Dans tout ce débat sur la cible, moi, j'essaie d'avancer avec prudence, puis j'essaie d'avancer avec équilibre, puis j'essaie de consolider nos gains également. J'essaie de consolider nos gains. Puis j'ai toujours peur que si on veut aller trop loin, trop vite, on va non seulement mettre à mal notre compétitivité comme économie, mais qu'on risque d'amener certaines voix à dire « Hey, non seulement ils veulent aller plus vite, puis ils mettent à risque des emplois aussi au Québec, mais ils oublient là, qu'on a tout ça derrière, là, puis qu'on est les seuls à l'avoir. Là. Fait qu'il faut juste faire très attention que ce consensus-là, on le maintienne, puis il faut le manier avec beaucoup de soin, puis beaucoup de soin. Réflexion. Vous avez raison et parfois, moi aussi, je m'en inquiète. Et puis, étant un observateur, justement, là, je vais jouer mon rôle de vétéran, étant un observateur de la chose, j'ai beaucoup observé la situation depuis 2 ans pour voir est-ce que le Québec était pour passer sur une voie une pente descendante. Et je constate que c'est assez intéressant. Il existe une différence québécoise. Hein? Et au niveau de l'appui, par exemple, de la population, ça se maintient. Vivre en ville, durant le monde municipal, c'est un monde qui nous intéresse beaucoup. On a fait un sondage pendant les élections municipales pour voir est-ce que les gens soutenaient l'action climatique des élus municipaux. La réponse a été très favorable et favorable à 81 %, donc et très favorable à 40 %. Il y a, parce que probablement que les Québécois ont compris qu'il y a moyen que ce ne soit pas que de la contrainte, il y a moyen que ça soit du développement économique. Pour le Québec, là, moins consommer d'énergie fossile, c'est bénéfique. C'est bénéfique sur tous les points de vue. À chaque fois qu'on n'achète pas de pétrole, on s'enrichit parce qu'on n'en a pas de pétrole. Puis en plus, ça améliore la qualité de l'air, puis ça fait en sorte qu'on fait notre part pour les changements climatiques. Donc, qu'est-ce que ça pourrait faire comme dommage au Québec est contrebalancé par le fait qu'on est très bon en électricité. Notre électricité est propre. Donc, et là-dessus, il y avait une partie de la stratégie gouvernementale qui fonctionnait, là, de miser sur l'électrification. Et il faut pas la lâcher, mais il faut aller en même plus loin. Il faut miser également sur la sobriété pour moins consommer, puis qu'on garde notre électricité pour réussir la lutte contre les changements climatiques. Mais vous avez raison, mais je pense que parfois, lorsque tu commences à trop céder, c'est là que tu perds ton consensus parce que les gens disent que c'est plus important. Si ça aurait été... C'est pour ça que d'entrée de jeu, dans mon introduction, j'ai dit on se rallie à 37,5. Fort probablement que si on se fie 100 % à Paris, on serait peut-être mieux de monter à 45, on montrait un plus grand leadership. Mais on trouve que de maintenir à 2030 37,5 est raisonnable, surtout si on va retourner chercher l'argent qui est du FEC pour contribuer à investir dès maintenant. Donc, je partage votre analyse, mais je suis positif. Je vois beaucoup de signaux positifs. Tout à fait la même conclusion. J'ai pas la même conclusion. Je pense que ceux qui ont promis même je fais une analyse assez politique là. Aux dernières élections là, il y a eu des candidats avec des agendas environnementaux très forts. Qui ont remporté leur élection contre des candidats qui disaient on scrape tout ça et ils n'ont pas gagné leur élection. Donc, je ne pense pas qu'il y a d'appétit pour défaire le leadership et la gouvernance climatique très, très forte. Mais il y a de la prudence à avoir. Il y a certains éléments où on voudrait peut-être aller, qu'on ne sera pas capable d'aller. Mais je pense que le plan de match qu'on a actuellement est le bon et il faut le maintenir et le renforcer à certains égards sur le moyen terme. Mon enjeu, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, M. Savard. Enfin, un de mes enjeux, c'est qu'on a mis une trentaine d'années pour atteindre la moitié de la réduction de 37,5. On est à moins 19. Puis là, on mettrait 5 ans pour atteindre l'autre moitié. Et ça, pour moi, c'est un rythme très rapide. Et quand je crains le coût économique, c'est davantage à ça que je fais référence. C'est la vitesse avec laquelle on devra réaliser ces réductions. Je ne doute pas qu'on va finir par y arriver à ces réductions. Et je ne doute pas que sur la durée, les emplois éventuels qu'on perdra, on pourra les recréer dans d'autres domaines, les technologies vertes et tout ça. Tel n'est pas mon propos. Mon propos, c'est vraiment
est-ce qu'on veut vraiment imposer à notre société puis à notre économie d'atteindre le deuxième 50 en un très court laps de temps et ce qui risque pas de se produire des dommages? Est-ce que ça risque pas de produire des dommages économiques qui vont faire mal à notre population, qui vont faire mal souvent à des secteurs déjà vulnérables, au sein de populations qui sont déjà fragilisées dans les régions, notamment les régions ressources, lesquels dommages pourraient, j'y reviens, venir affaiblir le dit consensus? Tu sais, il faut vraiment que la population suive, puis je l'ai déjà dit, puis c'est assez, j'imagine, controversé que de l'affirmer, mais je suis convaincu, M. Savard, que les Québécois ne sont pas prêts à s'appauvrir dans le cadre de cette lutte contre le réchauffement climatique. Si on leur dit « Êtes-vous prêts à vous appauvrir pour lutter contre les GES ?» je suis convaincu que la majorité va dire, une forte majorité va dire « Ben voyons donc, qu'est-ce que tu me demandes là? » D'abord, si on se fie aux documents de consultation, on ne s'attend pas à avoir d'impact sur le PIB à travers l'atteinte de la cible à l'horizon 2030, notamment en utilisant le marché du carbone. Donc, on s'attend à un impact neutre. Là-dessus, on peut être rassuré. Et ça ne veut pas dire que pour certains secteurs, si éventuellement ça a un impact, qu'il n'y a pas des mesures compensatoires autres. Il ne faut pas défaire l'ensemble de l'édifice. Parce qu'il y a certains bouts qui ont besoin d'une attention particulière. Donc, pour nous, ça nous apparaît important. S'il y a certaines régions qui souffrent plus, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de compensation. S'il y a des secteurs qui souffrent plus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de l'effort sur ce secteur-là, mais il ne faut pas toucher à l'ensemble à l'ensemble de l'édifice de la gouvernance climatique du Québec. Je ne veux pas entrer dans une guerre de chiffres, on a mieux à faire, mais je veux quand même attirer votre attention sur la page 23 du document de consultation qui démontre que même avec la bourse du carbone, il y a quand même un coût économique là, qui est bien moindre que si on n'achète si on achète, dis-je, des crédits sur la bourse californienne, là. Mais il y a quand même, si on conserve le FEC et qu'on continue d'acheter des crédits hors Québec, il y a quand même une réduction de 1,4 % du PIB réel d'ici 2030. Mais il est bien moindre, vous avez raison de le dire, il est bien moindre que la projection lorsqu'on fait l'ensemble des réductions sur notre territoire. Je voulais vous amener sur les municipalités parce que vous travaillez en étroit partenariat avec les villes et le monde municipal. Dans ce document de consultation dont on parle ici, le document de consultation pour cette dite commission, il est question de scénarios, par exemple, de diminuer les distances parcourues avec la voiture à essence, d'installer un système de rotation, là, donc il y aurait des journées dans la semaine ou une journée dans la semaine où les utilisateurs ne pourraient pas prendre leur voiture à essence, là. Est-ce que c'est le genre de scénario avec lequel vous seriez d'accord? Est-ce que vous appuyez ce type de scénario, de dire on devrait aller jusque-là? En ce qui concerne la rotation de l'utilisation de la voiture, je ne crois pas que la société québécoise soit rendue là. On se voit ça dans des sociétés qui ont des graves problèmes, soit de congestion immense ou de pollution atmosphérique immense. J'ai vécu ça à Mexico, moi. Exactement. Donc, c'est pas un scénario sur lequel nous, on tablerait. Il faut évidemment tabler sur des scénarios d'alternatives. Donner un maximum d'alternatives aux gens. Ça veut dire, on peut y arriver de deux manières. D'abord,
le transport en commun classique, améliorer l'offre de services, mais également miser sur la proximité des choses pour moins avoir besoin systématiquement de la voiture pour tout. C'est vraiment une des choses qu'on préconise à Vivre en ville. Et je relisais mon mémoire de 2009. Et si on l'avait plus fait à partir de 2009, on aurait peut-être moins d'enjeux à atteindre notre cible aujourd'hui. Donc, vraiment miser sur un développement urbain plus sobre. Et le virage est en train de se prendre. Dans les villes. Et le gouvernement du Québec, à travers, et nous, on propose depuis des années qu'il y ait un fonds dédié qui viendrait du FEC pour un aménagement urbain plus sobre en carbone et adapté au changement climatique, qui viendrait en plus s'attaquer à la question de l'habitation pour augmenter l'offre de logements de tout type, pour sortir de la crise de l'habitation. Donc, il y a là un moyen, et c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus à travers le monde, lier la question de l'abordabilité, notamment du logement, et les changements climatiques. Nous, on croit à cette approche-là, et tu investis, par exemple, dans des quartiers où l'école est déjà proche, l'épicerie est déjà proche, dans les grandes villes, le transport en commun structurant est déjà proche. Et là, tout d'un coup, tu diminues tes gaz à effet de serre, mais tu contribues à offrir à la population des milieux de vie agréables, du logement. Donc, et ça, c'est un virage qu'on a pris un petit peu au Québec. Il y a certaines choses qui s'en viennent de super intéressantes. Il y a des villes très proactives. Mais le gouvernement du Québec aurait pu avoir plus de leadership. On l'écrivait en 2009 lors du mémoire à cette commission-là. Et on continue à l'écrire, mais là, c'est vraiment la question de l'habitation qui devient prioritaire. Et comme je le disais, ça ne sort pas juste de notre chapeau. La Californie a décidé d'attribuer une partie de son programme de Cap and Invest, j'aime beaucoup cette expression-là, sur des questions d'habitation. Et nous, on pense que dans les prochaines moutures d'un éventuel PMO, il faut le faire. Ça va donner en plus des exemples concrets à la population. La population a besoin aussi de voir qu'est-ce qu'on fait avec l'argent sur les changements climatiques. On a peut-être un enjeu de communication par rapport à ça. Donc, ce genre de choses-là liées au quotidien des gens m'apparaît important. Je vous remercie. Merci, M. Savard.